Bienvenue sur Doc sans blues, ta dose d'infos médicales sans filtre et sans coup de blues. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Sifer et de Madame Professeur Mahasti Sagatian, donc oncologue à l'hôpital américain, qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui. L'honneur d'avoir un premier professeur. Ah, pas C'est première femme quand même. Non. pas Pas première première, non, on Parce avait qu'à pas l'hôpital mal de femmes. américain, je suis beaucoup première femme de tout un tas de choses. On est Non, sur non. la voie de la féminisation, on y est pas Non, complètement. mais par contre, premier professeur, Premier donc professeur. c'est un C'est un grand honneur. plaisir. Va falloir être sérieux les gars. Et du coup, tu es professeur depuis combien de temps? C'est depuis l'hôpital américain, je suis prof associée à Paris Cité depuis 5 ans maintenant. Ça engage des responsabilités universitaires. Oui, on encadre un peu les étudiants qui sont sur place, on leur fait des cours. Ouais. Et bah félicitations pour ça. On va donc parler des cancers. Mhm. Donc, professeur d'oncologie, l'oncologie, c'est la spécialité des cancers. On en est où en 2024? En 2024, la situation est préoccupante. Ouais, parce que, alors, peut-être pas quand on est oncologue, parce qu'on se dit qu'on va pas tout de suite arrêter de travailler et être au chômage, mais quand on est patient, grand public, parents d'enfants, voilà, l'incidence des cancers augmente considérablement dans tous les pays occidentaux. La France n'y échappe pas. Et l'incidence des cancers augmente beaucoup chez les sujets jeunes. Et on va en parler, mais voilà. Donc c'est assez préoccupant parce que on a vraiment l'impression qu'il y a une vague de cancers qui arrive et qui va arriver. Et en même temps, l'avenir est plein d'espoir parce qu'il y a aussi une vague de nouveaux traitements, de progrès thérapeutiques. Voilà, c'est pas à vous que je vais raconter ça, mais entre la biologie moléculaire, l'IA, l'imagerie, toutes les techniques qui arrivent, on va y arriver. Et du coup, ma question, c'est là actuellement, c'est quoi les facteurs qui ont fait que justement on a une augmentation de ces cancers? Moi, déjà, j'aurais dit que le vieillissement de la population. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Alors, c'était vrai jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que ces 20, 30 dernières années, 50 dernières années, l'augmentation de l'incidence des cancers était essentiellement liée au vieillissement de la population et aux progrès médicaux qui font qu'on ne meurt plus de tuberculose, HIV, maladies cardiovasculaires. Et donc, on a le temps de vieillir et de voir des cancers se développer. Et ça, c'était vrai jusqu'à maintenant parce que maintenant, en fait, l'augmentation de l'incidence chez les jeunes, c'est pas expliqué par le vieillissement de la population. Et on l'explique comment? On l'explique pas très bien. On sait pas. En fait, on sait et on sait pas. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on sait, c'est que la survenue d'un cancer est multifactorielle. C'est l'interaction gène-environnement. Et donc, évidemment, sur un terrain génétique un peu prédisposé, l'impact de l'environnement va entraîner la survenue du cancer. Ça, c'est très grossier et global. Clairement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'environnement. Évidemment, les polluants atmosphériques dans l'eau, dans ce qu'on mange, et nos modes de vie industrialisés, c'est-à-dire la malbouffe, la sédentarité, le fait qu'on prend des hormones, on commence très jeune, moi je parle du cancer du sein par exemple, quand on commence la contraception jeune, on en prend toute sa vie, voilà, tout ça. Mais c'est vraiment probablement avant tout environnement et mode de vie. Mais c'est très compliqué à étudier en fait, parce qu'il faudrait suivre des cohortes sur très longtemps, tout engranger sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, comment là. Et ça, des tout petits. Et probablement, il y a des expositions déjà in utero qui doivent contribuer à ça. Et puis des expositions dans la toute petite enfance, dans la phase de croissance de l'organisme et des cellules. Bref, c'est pas très simple à étudier. C'est pour ça qu'on a du mal à l'expliquer. Mais clairement, en fait, si vous regardez une carte du monde, l'incidence des cancers, elle est majeure dans les pays industrialisés. Et dès qu'un pays de non industrialisé va vers l'industrialisation, l'incidence des cancers commence à augmenter. C'est dramatique. Et c'est certains cancers spécifiquement ou c'est tout cancer confondu? C'est vraiment assez tout cancer confondu. On peut prendre le cas emblématique du cancer du pancréas, qui est celui pour lequel aujourd'hui on voit le plus l'augmentation d'incidence chez les sujets jeunes. Typiquement, le cancer du pancréas, la mauvaise nutrition, la sédentarité, tout ça sont des facteurs de risque. La consommation d'alcool,
Mais malheureusement, j'ai l'impression que dans ce que tu expliques, il y a certains facteurs où on ne peut pas trop toucher. L'industrialisation, on vit dans une société qui est industrialisée. Les polluants, on ne peut pas lutter contre. Donc en fait, comment on pourrait faire Tu sais, oui, je suis d'accord avec toi, c'est à l'échelle globale. Moi souvent, tu vois, j'y pense, j'ai des enfants, j'ai une fille assez petite, et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour que plus tard, elle ne me fasse pas un cancer du pancréas à 35 ans. Et c'est là où tu sens qu'il y a vraiment une responsabilité collective à prendre. Enfin, tout ce qu'on dit sur l'environnement et sur le fait qu'il faut protéger l'environnement. En fait, quand on dit qu'il faut protéger la planète, c'est pas la planète, c'est nous qu'il va falloir protéger. Et vraiment, il y a une prise de conscience à avoir. Mais tu as raison, toi et moi, on ne va pas empêcher la Chine de produire et de balancer ses déchets. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de solution à ça, mais c'est préoccupant. Parce que du coup, là, sur les derniers chiffres actuellement, les cancers les plus fréquents, donc toute population confondue, et après chez les hommes et chez les femmes. Sein prostate. Bravo. J'aurais dit colorectal. Très bien. Il y avait le poumon, la classique. Ouais. Les poumons. Et poumons, ça commence à diminuer parce qu'on fume moins. Mais même si, justement, on voit apparaître des cancers des poumons chez les non-fumeurs et, par exemple, chez les femmes, du fait de la pollution atmosphérique. Et il y a des Anglais qui ont mis en évidence les nanoparticules et microparticules qui entraînent les cancers du poumon chez les non-fumeurs. Donc voilà, on y est, environnement. C'est les cancers à petites cellules ou pas du tout? Ah, tu veux faire l'expert là? Attends, je vais les bosser, le collège d'ophtalmologie. Non, c'est les cancers périphériques essentiellement, parce que justement, ces microparticules, elles vont à la périphérie du poumon. Okay. Mais tu vois, on peut quand même faire quelque chose sur ce qu'on mange et sur la sédentarité. Et là, vraiment... Aussi. Et alcool. Et tabac, évidemment. Il n'y a pas de débat, ça, on le Donc, sait tu vois, on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et vraiment, commencer à bouger, faire bouger les gamins, adolescents, se mettre au sport et pas juste devant un écran, même si on peut regarder Insta. Est-ce que le fait qu'on a l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de cancers, est-ce que ça ne va pas aussi avec le fait qu'on améliore notre dépistage ? Alors, oui, un petit peu, c'est vrai. Le cancer du sein en est vraiment l'emblème, mais vraiment pas que. C'est sûr que ça a été vrai pour le cancer du sein. Tout d'un coup, on se disait, tous ces cancers qu'on détecte, c'est parce qu'on les dépiste et tout. Mais tu prends le cancer du pancréas ou le cancer du côlon avant 50 ans, c'est pas parce qu'on les dépiste, c'est vraiment parce qu'ils arrivent, quoi. Du coup, je propose qu'on parle un peu du dépistage des cancers, notamment le sein, le plus fréquent chez la femme. C'est ça. Écoute, c'est vrai que le sein, d'abord, c'est le premier cancer qu'on a su dépister. C'est un peu la preuve du concept que le dépistage, c'est ça qui va sauver les vies et c'est ça, en fait, qui va permettre de résoudre la problématique du cancer. Et parce que on a démontré qu'en dépistant tôt des cancers du sein, tu peux les traiter tôt, tu fais des traitements moins lourds et surtout tu guéris les femmes. Et ça, maintenant, avec toutes les datas qu'on a sur le cancer du sein, c'est largement démontré que le dépistage a un impact sur la guérison, la survie de cancer du sein. Le seul problème, c'est que depuis le sein, il ne s'est rien passé, quoi. C'est-à-dire que les autres cancers, les progrès dans les dépistages, sur la prostate, on ne sait toujours pas comment faire. PSA, c'est toujours pas au point. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que, par exemple, moi, j'ai appris ça tardivement, donc c'était pendant mon internat, ou parce que nous, notre livre du collège de cancérologie, c'était PSA à foison, et en fait, on s'est rendu compte que maintenant, peut-être qu'il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Non, c'est ça. À part donc, le modèle du sein avec la mammographie, moi, depuis que je fais de l'onco, il n'y a pas eu de nouveau cancer qu'on peut... Alors, il y a les mocules pour le côlon, mais bon. Et en fait, tout ça, c'est parce que les progrès en prévention dépistage n'ont pas du tout suivi tous les autres progrès qui sont faits en médecine et en particulier en oncologie, sur la biologie moléculaire, l'imagerie, etc., etc. Alors, par exemple, typiquement, dans le poumon, on arrive enfin au principe que le dépistage par scanner thoracique en coupe fine, chez les patients à risque, les fumeurs, ça a un intérêt, ça permet de détecter tôt les cancers du poumon et ça va enfin être pris en charge en France. Alors, on a pas mal de retard sur d'autres pays, mais
vraiment, il y a des progrès à faire à la fois en termes de stratégie de dépistage et surtout de stratégie de santé publique pour aller vers des dépistages individuels. Parce que c'est ce qu'on disait au début, le cancer, c'est multifactoriel. Le one size fits all, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire le même dépistage pour tout le monde parce qu'on a tous une susceptibilité différente, des facteurs de risque différents. Et donc, l'avenir du dépistage, et pour que ça marche et que ça soit vraiment efficace, utile, c'est le dépistage personnalisé. Donc, et ça, l'IA va vraiment aider à ça. Moi, je vais poser une question qui peut peut-être paraître choquante, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un intérêt économique à pas trop bosser le dépistage et plutôt travailler sur le traitement qui va être beaucoup plus cher et faire gagner beaucoup plus d'argent qu'un dépistage simple? Écoute, il y a un intérêt. Tu pourrais y voir un intérêt économique de l'industrie pharmaceutique, exactement. Bien sûr. Pas un intérêt économique des systèmes de santé. Pas du tout. Au contraire. Je parle des labos et de l'investissement. Mais tu n'as pas tort. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande majorité de la recherche clinique est financée par l'industrie pharmaceutique qui finance que les traitements. Mais en même temps, ce n'est pas de leur faute si nous, académiques, État, système de santé, ne finançons pas la recherche en dépistage et prévention. Mais là, je pense qu'il y a quand même en fait un questionnement de toute l'organisation de la formation, de l'éducation en santé. Combien de cours vous avez eu sur prévention et dépistage ? On a une médecine, on apprend une médecine qui est curative. On n'apprend pas du tout la médecine préventive. Et je pense qu'il y a vraiment... il faut qu'on se questionne sur qu'est-ce qu'on veut apprendre, vers quoi on veut tourner la médecine. Et donc, sur les étudiants en médecine, est-ce qu'il y a une spécialité qui s'appelle médecine préventive ? Non, il n'y a pas. C'est honteux. D'ailleurs, en parlant d'apprentissage, je trouve que nous, en tant qu'étudiants en médecine, on ne nous apprend jamais la partie annonce d'un cancer à un patient, et on se retrouve, moi je suis déjà retrouvé confronté à des situations où je ne savais pas quoi faire. C'est vrai que c'est quelque chose que tu apprends beaucoup. J'avais envie de pleurer, les larmes me venaient aux yeux, j'étais incapable de parler. On n'apprend pas ça en fait. C'est vrai que c'est toute une mentalité qui n'a pas été construite à travers les livres en vrai. Donc, tu t'apprends mais sur le c'est pas terrain. assez travaillé, je trouve, dans nos études. Non, mais c'est dingue. Et tu sais, c'est fou parce que moi, il y a 30 ans, quand j'étais interne déjà, je me posais cette question-là en me disant, mais voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'expliquer comment on fait et tout. Alors, je glanais des infos, je regardais faire les médecins seniors, ceux qui étaient bons. Je discutais un peu avec les psycho-oncologues ou les psychiatres du service et tout. Et c'est vrai que tu apprends sur le tas. Alors là, pour le coup, je vais te dire, moi, j'ai eu quelques formations via l'industrie pharmaceutique de mise en situation et tout qui m'ont pas mal aidé. Je me souviens une fois, c'était avec un gars du GUGN qui était là, qui t'apprenait à gérer les situations un peu de crise et tout. Mais je trouve ça dingue, effectivement, que 30 ans plus tard, le sujet revienne toujours. Et c'est vrai qu'en plus, c'est tellement déterminant dans ensuite le parcours des patients. Et tu vois, ce traumatisme initial, s'il n'est pas bien géré, derrière, pendant des années, les patients portent ça, quoi. Il peut y avoir même un déni. Mais tout à fait. En même temps, c'est une situation qui est tellement complexe. C'est-à-dire que tu dois avoir une proximité avec le patient pour paraître être avec lui, et une distance pour être trop proche. Moi, j'ai cette tendance à être trop proche et me sentir bouleversé pour le patient par un excès d'empathie. Et en même temps, c'est pas bon pour le patient. Le patient n'a pas envie de voir son médecin qui s'effondre, tu vois. Non, c'est clair. Et moi, du coup, j'avais une question pour rebondir un peu sur le dépistage. Aujourd'hui, moi en tout cas, je sais pas si ça a changé, mais dans les dernières recos que j'avais en tête quand j'étais externe pour les ECN, on avait, en termes de dépistage, il y avait surtout le cancer du sein, le cancer du côlon, la prostate, et j'en ai oublié un. HPV, le col. Le col HPV, exactement. Est-ce que les méthodes de dépistage ont changé depuis ces dernières années ? En fait, non, tu vois, et c'est ça qui ne va pas. Mais ça va changer, parce que en fait, il y a 2-3 choses qui vont changer la donne. D'abord, vous avez sûrement entendu parler de l'ADN tumoral circulant. Oui. Ouais. Et en fait, en gros, les cellules cancéreuses, elles relarguent dans le sang de l'ADN de tumeur qu'aujourd'hui, on est capable de détecter. Et il y a maintenant pas mal de biotech qui
qui ont développé Bosse la là-dessus. technologie, et tu as des tests multi-tumeurs de détection d'ADN tumoral circulant qui vont arriver sur le marché. Les Américains sont un peu en avance là-dessus, et qui, en gros, permettraient de détecter de l'ADN tumoral. Ça te dit, il y a peut-être quelque part des cellules cancéreuses. En plus, ça peut te dire pancréas, sein, etc. Et ensuite, du coup, il faut aller faire des examens radiologiques pour détecter la tumeur. Alors, ce n'est pas complètement au point, parce que le problème, c'est que tu peux avoir des faux positifs et des faux négatifs. La fiabilité, Et que globalement, ces tests aujourd'hui permettent de détecter des cancers qui sont malheureusement déjà à un état un peu avancé. C'est pas comme la mammo qui détecte le truc de moins d'1 centimètre. Là, c'est des tumeurs déjà en place, mais pour des patients à risque, tu vois, justement, le patient qui a un cancer qui a une famille où il y a eu des cancers du pancréas, ou qui est en surpoids et qui boit, qui fume, etc. Ça pourrait être intéressant malgré tout, mais derrière, il faut en fait bien cadrer toute la chaîne d'examens à mettre en place et à faire, d'examens radiologiques pour, si tu as eu un test positif. Et les Anglais financent depuis quelques années une grande étude de, je sais plus, je crois qu'il y a 100 000 personnes à risque qui sont incluses, chez qui on fait ces tests d'ADN tumoral circulant, et derrière qu'on prend en charge si le test est positif avec les examens qui vont et tout. Donc il y a ça qui arrive, et il y a l'IA. Et l'IA, ça permet vraiment d'augmenter considérablement la capacité à faire de l'imagerie prédictive de risque. Par exemple, même en imagerie du sein, l'IA, ça pourrait permettre, sur une mammo normale, de détecter, d'évaluer le risque de survenue d'un cancer du sein dans les 5 ans. Ça vient de sortir, ça, non? J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. C'est incroyable comment c'était très très fort. C'est énorme. Et tu vois, c'est pas de l'IA, parce qu'aujourd'hui, on utilise l'IA tous les jours sur une mammo où il y a une anomalie, l'IA, elle te dit, ça c'est 90% douteux, enfin cancer, ou ça c'est 15% cancer, tu peux juste surveiller. Donc ça existe déjà. Mais l'IA sur une mammo qui t'a l'air complètement normale et qui te dit, ce sein-là, il est à risque de 10% de risque de cancer dans les 5 ans. Donc voilà, tu vois, ça va complètement changer la donne. Il y a des grands essais en cours, etc., pour aller vers ces dépistages-là hyper performants et personnalisés et tout. Mais bon, le temps que, tu vois, il faut le recul pour le suivi de ces cohortes, pour voir est-ce que vraiment tu détectes des cancers suffisamment tôt, est-ce que ça diminue la mortalité. Donc, c'est toute la phase de validation qui prend beaucoup de temps. Parce que c'est un peu justement pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure avec le cancer de la prostate. On s'est rendu compte qu'en fait, on diagnostiquait de manière ultra précoce des cancers qui n'en étaient peut-être pas vraiment des cancers. C'est ça. Et c'est ça où les études de validation de ces stratégies de dépistage, elles doivent montrer que tu diminues la mortalité et la morbidité éventuellement. Parce que dépister des cancers dépister qui changent rien et on va pas en mourir, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort quand j'ai compris ce côté-là. C'est toute la complexité du truc. Et du coup, ça prend du temps, quoi. Et parce que maintenant, parce que moi, j'étais passé dans un cabinet de médecine générale à un moment, et c'est vrai que régulièrement, les patients, ils veulent qu'on leur dose la PSA. Et je me rappelle très bien d'un de mes chefs qui disait, mais le problème, c'est que si votre taux de PSA il est augmenté, alors qu'il y a une probabilité qui est pas forcément grande que vous ayez réellement un cancer. C'est l'enfer. On vous retire la prostate et vous partez dans des démarches thérapeutiques qui peuvent être complètement délétères. Ouais, ou alors on te fait des IRM, des biopsies. L'IRM de prostate, ça marche bien, je crois. Oui, c'est pas mal l'IRM de prostate, mais bon, c'est contraignant et puis il faut surveiller. Enfin, c'est l'enfer. C'est toujours cette balance bénéfice-risque, même dans le diagnostic qui est importante à prendre en compte. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent qu'on passe d'un dépistage généralisé petit à petit avec vers l'individualité. Mais là, si on devait résumer, du coup, les grandes lignes que doivent garder les gens sur les dépistages généralisés. Pour le cancer du côlon, on fait le test hémocu. C'est ça. On dit c'est à partir de 45 ans 50 ans. 50, et pour les gens qui ont des antécédents familiaux, tu commences à faire des coloscopies tous les 5 ans. En gros, 5 ans avant l'âge de survenue du cancer dans la famille. Donc, c'est coloscopie tous les 5 ans ou test hémoculte? Voilà, en population générale. Hémoculte, en population générale. Tous les 2 ans. Ouais. Ok.
Mais à partir de 50. Mais est-ce qu'il est fait même Alors tu sais, c'est ce que j'allais dire en fait. Est-ce qu'il est fait réellement En fait, le dépistage d'aujourd'hui, regarde, le dépistage du cancer du sein par mammographie, t'as que 50% de participation. C'est rien. C'est dingue. Et ça fait 20 ans que ça existe. 20 ans qu'on en parle et que nanana. Et 50% de participation. Donc, parce que les femmes ne se sentent pas concernées, parce qu'elles ont peur de... Tu vois, elles se disent, moi, il n'y a pas de cancer dans ma famille, donc ça n'a pas d'intérêt que je fasse une mammo, je ne suis pas à risque. Ou j'ai trop peur qu'on me détecte quelque chose. Ou ça fait mal la mammo, je n'ai pas envie d'y aller. Il y a totalement con. Surtout qu'il y a le déni. Moi, j'ai vu des patients arriver aux urgences, des patientes avec des cancers du sein. Il y a eu la biopsie, mais bon, c'était évident, quoi. Et mais limite, il y a le sein qui était pas loin de tomber. C'est bien beau de bosser la qualité du dépistage, s'il n'est pas fait en amont, il ne sert à rien. Donc en fait, il y a une énorme campagne de dépistage et de communication autour de ce dépistage qui est à faire. Oui, et d'éducation, tu vois, à la médecine et à la science, parce qu'il y a aussi tout le côté anti-vax de la mammo Samir a dit, en fait on m'en fait parce que ça enrichit les cabinets d'imagerie. Enfin, il y a aussi, tu vois, c'est terrible, quoi. Mais moi, j'avais, en plus, pour la petite histoire, comme on est dans le côté cancer, etc., il y avait une fois, par exemple, un patient qui avait ramené sa mère aux urgences. Je me rappelle comme c'était hier. Elle était venue pour des rectorragies. Bon, rectorragie, 70 ans. Ça sent pas bon. Ça sent pas forcément le très très bon. Donc on se dit, coloscopie dans l'idéal. Bon, on lui propose la coloscopie à sa mère, et il y avait une barrière de langue. Donc moi, je communiquais avec le fils qui communiquait avec sa mère. Et quand on lui dit coloscopie, lui dit, ah non, surtout pas de coloscopie. Et si vous faites la coloscopie, surtout pas de biopsie. Et en fait, j'apprends de fil en aiguille que quelques années auparavant, en fait, sa mère avait eu une suspicion de cancer du poumon. Ouais. Il l'avait emmené la mère au pays, il avait eu une lobectomie parce que il voulait pas de biopsie. Enfin bref, c'était parti un peu en cacahuète. Et là, il voulait pareil, pas de coloscopie pour pas de biopsie parce que il avait une mentalité par rapport à ça que je ne comprenais pas. Et du Mais coup, tu sais qu'il y a plein de patients qui pensent que la biopsie peut disséminer les cellules cancéreuses. Je pense que c'était même pas ça le problème. J'ai déjà entendu ça aussi, ouais. Mais je pense que c'est juste quelqu'un qui se méfiait du corps médical sur des raisons qui m'échappent. Mais tu sais, souvent, en fait, ça renvoie à des expériences traumatisantes dans la famille, des erreurs diagnostiques, des choses qui se sont mal passées. Moi, tu vois, j'ai plein de patientes qui me disent, moi, je veux pas de chimiothérapie. Et quand tu creuses un peu, tu vois qu'en fait, le mari a eu un cancer du poumon, il a eu de la chimio, ça a été terriblement dur. Et puis, de toute façon, et au final, il est mort. Et donc, c'est associé, tu vois, à ça. Donc, il faut un peu creuser dans ces cas-là pour comprendre ce qui, dans l'histoire de cette personne ou de sa famille, explique des peurs qui sont évidemment malheureusement, irrationnelles. Je pense que dans ce genre de situation, c'est des patients qui sont plutôt réfractaires et c'est pas tellement la cible des 50% qu'on peut ramener. Non, bien sûr, les 50% qu'on peut ramener, c'est vraiment les patients, ils savent pas, ils ont un peu... Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas envie, ils prennent pas ça au sérieux, si tu veux. Ouais, et puis de toi, moi, franchement, tu reçois la convocation pour la mammographie, un courrier, tu le mets sur un coin de ton bureau, il faut prendre rendez-vous. Alors nous, on est parisiens, il y a des cabinets de radiologie à tous les coins de rue, mais il y a des déserts médicaux réellement, où les rendez-vous de mammo, c'est dans 6 mois, puis il faut prendre un jour off de son boulot, et puis voilà, et puis 2 ans passent, et puis 3 ans passent. Regarde même le test hémocule. Mes parents, ils le font pas, et je les engueule en leur disant, mais c'est rien, ça coûte rien. Pareil. Donc, faites-le. C'est pas le plus agréable à faire, voilà, en tout cas le geste. Mais t'envoies quand même de la merde dans un pot par la poste. Mais pour dépister un cancer du côlon, ça vaut le coup. Je suis d'accord, mais en fait c'est le geste qui est pas tellement peu naturel que je pense que ça freine ce dépistage. Mais complètement. Mais je pense que quand tu connais la conséquence potentielle d'un cancer du côlon qui est avancé... Toi et moi, oui, parce qu'on est dedans. C'est ça le problème. Ouais. Mais pas eux. Oui, et puis ils se sentent pas concernés. Mais c'est qu'ils se sentent beaucoup moins concernés. En tout cas, ils n'arrivent pas à juger de la réelle gravité de la chose. Ouais. Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est aussi une question d'éducation du public sur, tu vois, ce risque vraiment de cancer qui nous concerne tous et sur la gravité, et puis sur l'intérêt des dépistages. On n'y est pas, quoi. Mais parce que toi, en plus, dans tout ça, donc, tu es spécialisé en plus dans le cancer du sein. Donc, qui dit cancer du sein dit aussi dépistage précoce. Si je dis pas de bêtises, actuellement, on conseille aux femmes de faire de la mammographie et plus ou moins échographie à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans. C'est ça. 14. C'est ça. Ça n'a pas changé. Non.
Pourtant, j'ai l'impression, moi, dans mon environnement, j'ai pas mal d'amis, filles jeunes, qui ont justement un cancer du sein. Et justement, ce qui tend vers ce que tu disais tout à l'heure, où on a l'impression qu'il y a des cancers qui arrivent de plus en plus jeunes. Est-ce que ce dépistage qui commence à 50 ans ne devrait pas être réactualisé pour le mettre plus tôt ? Alors, c'est le cas, en fait. C'est quand même, c'est en train de se passer. C'est vrai que ce dépistage, donc, il a maintenant 20 ans. Et depuis 20 ans, on n'a pas bougé. Et on fait toujours la même chose. Et c'est pas adapté parce que tu regardes déjà les chiffres. 20% des cancers du sein surviennent entre 40 et 50 ans. Donc, ce système, il passe à côté de 20% des cancers du sein. C'est énorme. Et d'ailleurs, il y a une recommandation de la Commission européenne pour avancer l'âge du dépistage à 45. Les Américains, leur nouvelle recommandation, c'est de faire du dépistage à partir de 40 ans, mammographie tous les ans pour tout le monde. Mais tout ça, c'est toujours pas la bonne solution. Et la bonne solution, elle est en train d'arriver. Nous, on le fait, déjà à l'hôpital américain, c'est le dépistage personnalisé. Et il y a une étude européenne qui s'appelle MyPEPS, qui est maintenant terminée. Étude européenne qui, en fait à partir de 40 ans, de la prédiction de risque de cancer. Donc, en gros, sur la base de la densité radiologique des seins en mammographie. La densité des seins, c'est un facteur pronostic très fort de risque de cancer du sein. Donc, on prend la densité des seins, on fait une mammo à la patiente, on regarde sa densité mammaire. On lui fait un prélèvement salivaire et on évalue le score polygénique de risque. En fait, tu as des variations nucléotidiques sur l'ADN qui, combinées, donnent un risque individuel de développer un cancer du sein, et c'est vrai dans plein d'autres pathologies aussi, et qui sont aujourd'hui validées. Donc, tu combines densité mammaire, score polygénique de risque et les antécédents personnels et les familiaux d'une femme. À partir de ça, tu peux déterminer son risque de survenue de cancer du sein dans les 5 ans et dire si elle est bas risque, risque moyen, haut risque. Et à partir de ça, tu peux à 40 ans dire à une femme, vous êtes bas risque, vous êtes tranquille, vous faites rien pour les 5 ans qui viennent, ou vous êtes à risque modéré, commencez à faire des mammos tous les 2 ans, ou vous êtes à risque élevé, il faut faire des mammos tous les ans, voire mammo, écho, IRM, voilà. Et donc, il y a une grande étude, comme je disais, qui s'appelle MyPEPS, qui teste cette modalité de dépistage individualisé versus le dépistage de masse pour démontrer que on va détecter plus de cancers, faire moins de mammos inutiles et diminuer la morbidité des cancers. Nous, à l'hôpital américain, on le fait déjà parce qu'on ne veut pas attendre les résultats de l'évaluation à grande échelle et on le propose individuellement aux femmes qui veulent le faire au check-up center. Et l'avenir, c'est ça, en fait. C'est de ne pas faire de mammo à tout le monde, à tout va, à partir de 35 ans, parce que ça n'aurait pas de sens, mais de commencer à faire des mammographies à celles qui en ont vraiment besoin et au bon rythme. Parce que, tu sais, vous savez peut-être, mais dans le dépistage du sein, il y a aussi un problème, c'est les cancers de l'intervalle. C'est-à-dire le cancer qui se développe entre les 2 années de mammographie théorique du dépistage. Okay. Ça peut aller aussi vite ? Oui, les cancers agressifs, typiquement les cancers du sein triple négatif, ils peuvent très bien se développer entre 2 mammos, dans l'intervalle de 2 ans, et rapidement grossir, et du coup être chimiothérapie, plus compliqué, plus mauvais pronostic et tout. Donc, faut adapter le dépistage aussi à ces cancers-là. Parce que je reviens sur le triple négatif, on est d'accord qu'on parle des 3 récepteurs, donc un qui est à l'œstrogène, si je ne dis pas de progestérone, et l'autre qui est HER2. Ouais. Et donc quand on dit que les 3 sont négatifs, c'est-à-dire qu'on n'a aucun de ces 3 récepteurs, donc on n'a aucun traitement, en tout cas performant actuellement. C'est l'évaluation du pronostic, je crois. En fait, c'est ça. En fait, ils sont pronostiques et prédictifs. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des cancers beaucoup plus proliférants, agressifs, qui se développent plus vite, avec un plus haut risque de rechute. Et en même temps, c'est des cancers qui ne sont pas sensibles à l'hormonothérapie ni au traitement anti-HER2. Mais ils sont très sensibles à la chimiothérapie et à l'immunothérapie. Donc, ce n'est pas comme si on n'avait pas de traitement. Mais c'est des cancers qu'il faut traiter plus agressivement. Et du coup, les cancers du sein, donc, avec la mutation HER2, eux, c'est parce que ça que j'avais encore en tête, moi, c'était que quand c'était positif ce récepteur, donc justement, c'était eux qui proliféraient très rapidement. Aussi. Ah, aussi. Ouais. Ok. Mais ils sont plus accessibles au traitement. Exactement. Comme ça. En fait, c'était un facteur pronostic qui était mauvais, mais il y avait un truc bizarre. Je me souviens dans le collège, où j'avais pas compris, c'était un facteur qui était mauvais,
Et finalement, vu que c'était plus accessible au traitement, bah T'es finalement... pas mauvais, toi, avec les collèges. Mais c'est ça, il a Il était bossé bon, hein. son collège. Hein. Je les ai bouffés, les collèges. Pour rien qu'il est ophtalmo. Hein. Non, moi je voulais parler de la mutation BRCA. BRCA Ouais. 1 et 2, je crois que c'est un facteur, c'est un gène. Quand tu parlais des tests polygéniques, Alors, c'est pas ça. c'est pas ça. Non. En fait, tu as des mutations dans un gène donné de type BRCA. Tu as des mutations qui sont transmises génétiquement d'un parent à son enfant et qui prédisposent à un très haut risque de cancer parce que c'est des mutations oncogéniques, c'est-à-dire qu'elles transforment la cellule normale en cellule cancéreuse. Donc, quand tu as une mutation BRCA 1 ou 2 ou PAL-B2, il y en a quelques autres dans une famille, d'abord, il y a 50% de risque qu'un parent le transmette à son enfant. Et si l'enfant-là, en particulier si c'est une fille, elle a un très haut risque de cancer du sein. Mais ça, c'est une minorité de cancers. C'est moins de 5% des cancers du sein. Okay. Les scores polygéniques de risque, c'est très différent. En fait, les scores polygéniques de risque, ce n'est pas des mutations génétiques. C'est juste une association statistique qui a été faite quand tu regardes, tu fais des analyses ADN complètes. On s'est rendu compte que l'association des petites variations nucléotidiques, qui toutes seules veulent rien dire, on en a tous des variations nucléotidiques, tu vois, et l'association de certaines variations nucléotidiques a été statistiquement associée à la survenue ou pas de cancer du sein, cancer de prostate, maladie cardiovasculaire, maladie d'Alzheimer. C'était la base, tu sais, de tous ces tests que les Américains font et qui sont interdits en France d'ailleurs, où tu envoies un peu d'un échantillon de salive et puis on te répond en disant ton génome, alors votre génome, il vous prédispose à 20% de risque d'Alzheimer, 30% de... Et ça, c'est sur ces grandes variations, sur ces grandes bases de données, on a vu que des combinaisons de variations nucléotidiques étaient associées au risque. Mais c'est des associations purement statistiques. C'est pas du tout de la... C'est un peu comme en cardiologie, on a vu ça, l'évaluation du risque score, où en fait, en fonction de tous les facteurs et vraiment personnalisés, on établit un score. Et en fonction de ce score, tu vas avoir des dépistages qui sont différents. Sauf que là, c'est encore un peu différent, c'est que c'est des vrais facteurs de risque dans le risque score. Tu vois, le cholestérol, le tabac, les scores polygéniques de risque, biologiquement, ces nucléotides ne sont pas du tout impliqués dans l'oncogénèse. Mais c'est juste que leur variation est liée à un état de l'ADN qui prédispose plus au cancer, tu vois. Mais c'est génial parce qu'in fine, chaque patient va avoir le dépistage adapté en fonction de son risque. C'est ça. Et ça limiterait en fait la Sécu de payer en fait un nombre de tests de dépistage énorme. C'est ça. Qui économiquement marcherait pas, quoi. Marcherait pas, et puis les gens suivraient pas, et ça serait pas pertinent, et Et puis même ça met en confrontation le patient avec lui-même, donc on va lui expliquer qu'il a un risque score avec un chiffre, il va se dire là du coup je me suis inquiété, j'ai envie de faire le dépistage. Tu as raison, c'est vrai que ça permet d'objectiver le risque, parce que le risque c'est quand même un truc très flou, tu vois, et on se sent en général pas concerné, quoi. Surtout quand c'est un risque relatif. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que, tu vois, c'est comme un jeune qui fume. Tu lui parles de risque de cancer du poumon. Il ne se sent pas concerné, en fait. Après, quand on est jeune, on ne se sent pas concerné par pas grand-chose. Après, finalement, le nombre de fumeurs, il diminue progressivement. Après, c'est peut-être le prix du paquet de clopes qui passe à 15 balles. Mais alors, tu sais, ce qui est un peu triste, c'est que ça diminue chez les hommes, mais ça augmente chez les femmes. Ah ouais ? Et à force de vouloir tout faire comme vous, on se met à fumer, boire et... Ah ouais ? Et vous allez devoir nous ouvrir les portes bientôt. C'est ça. Mais ok. Et j'avais une question. Moi, du coup, c'est pas une question en fait, donc c'est plutôt une analyse de la chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, donc, comme on disait, donc, les dépistages, ils sont de plus en plus individualisés. Est-ce que les traitements aussi commencent à être réellement individualisés et pas... Parce que pour recontextualiser, à l'époque, on mettait des chimiothérapies qui étaient assez larges, qui ralentissaient les cycles cellulaires, mais de toutes cellules confondues. Et donc là, est-ce que maintenant, avec les traitements vraiment comme l'immunothérapie et j'en passe, même la thérapie génique, je crois, est-ce que là, on arrive vraiment sur une prise en charge qui est beaucoup plus individualisée que... Oui, ça vraiment, il faut avouer que c'est la révolution de ces 15 dernières années, parce qu'on comprend mieux la biologie des tumeurs, parce que tu vois, on arrive à faire de l'analyse pangénomique des tumeurs, on arrive en immunohistochimie à voir des récepteurs.
Et aussi, il faut avouer, l'industrie pharmaceutique là, a été assez pionnière et a vraiment permis ces progrès-là en développant des traitements ciblés, toutes ces thérapies ciblées, que ce soit des chimiothérapies ciblées, de l'immunothérapie, vraiment des traitements ciblés sur des anomalies génétiques. Il y a eu vraiment les progrès qu'on a fait ces dernières années, c'est là-dessus. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la prise en charge en cancérose se complexifie parce que on parle, tu vois, on disait le cancer du sein, mais ça n'a plus de sens de dire le cancer du sein. Parce qu'il y a plein de cancers du sein différents, avec des pronostics différents, des présentations cliniques différentes et des traitements différents. Et ça, c'est vrai pour le sein, mais aussi pour le côlon, le poumon, c'est le progrès. Donc globalement, en traitement, on a d'une partie la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Et maintenant, récemment, depuis pas longtemps, il y a les thérapies géniques. Alors, en onco, pas tellement, en fait. Okay. Enfin, c'est un rêve qu'on aurait. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, la thérapie génique, en général, tu agis sur un gène. Ouais. Et l'oncogénèse, elle est multifactorielle. C'est très rare que ce soit un gène qui donne un cancer. C'est vraiment un gène et l'environnement. Okay. Donc, et puis parce qu'aussi biotechnologiquement c'est compliqué la thérapie génique. Donc nous en onco on fait pas beaucoup de thérapie génique, c'est vraiment pour les maladies génétiques rares qu'il y a de la thérapie génique. Nous c'est vraiment des traitements ciblés, mais effectivement ciblés sur des mutations génétiques et qu'on combine à de la chimio, à de l'immuno, à la radiothérapie, ou des thérapies ciblées. Comment vous faites quand on est face à un cancer X avec le panel des traitements qui sont maintenant à la disposition pour choisir on va passer par telle étape ou telle étape, c'est quoi qui vous fait partir d'un côté ou de l'autre ? Écoute, en fait, on a vraiment la règle en oncologie, c'est la multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à guérir des cancers, éviter des rechutes, en combinant les traitements médicamenteux, systémiques, chimio, immuno, hormonothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, en gros. Et donc, depuis le plan cancer et depuis maintenant plus de 20 ans, sont établies les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et tu vois, l'oncologie est vraiment pionnière pour ça. De l'RCP. La fameuse RCP, où systématiquement, un dossier d'un patient avec un cancer diagnostiqué doit passer en RCP pour justement déjà décider de la stratégie de est-ce qu'il faut d'abord faire de la chimio, après la chirurgie, les rayons, est-ce qu'il faut en faire ? Et ça, la RCP, c'est vraiment un outil formidable de décision et de stratégie de traitement parce qu'une RCP, ça se base sur un référentiel, et on a des référentiels régionaux ou nationaux qui disent pour le cancer du sein, RH+, de moins d'1 centimètre, avec ganglion atteint, il faut faire ça. Donc la RCP, elle s'inspire de ça, et puis on se met d'accord tous ensemble sur un dossier donné, parce que chaque cas est évidemment différent, ou de temps en temps, il y a des cas qui ne sont pas typiquement dans le référentiel, donc qui amènent à discussion. Et puis, c'est comme ça qu'on décide. Donc, il ne faut pas, et c'est jamais... Alors, ça arrive malheureusement, mais il ne faut pas que ça soit un oncologue ou un chirurgien ou un radiothérapeute qui décide. C'est vraiment une décision collégiale. Et ça, c'est tellement important pour donner toutes les chances aux patients. Et moi, je voulais poser une question à propos de la chimiothérapie. C'est peut-être une question qui est bête, mais pourquoi la chimiothérapie entraîne des effets secondaires aussi lourds, notamment la perte de cheveux, nausées, vomissements. Pourquoi ce traitement est aussi lourd pour le corps ? En fait, c'est parce que la chimiothérapie n'est pas ciblée. La chimiothérapie, le principe de la chimiothérapie, c'est de tuer les cellules qui se multiplient rapidement. Et donc la cellule cancéreuse, parce que ça, c'est son principe. Elle se multiplie vite, elle est anarchiquement et elle est quasi mortelle. Donc voilà, il faut l'attaquer très fort. Le problème, c'est que tu tues aussi les cellules qui se multiplient vite, mais moins vite, comme les cheveux, les ongles, la peau, les tissus du tube digestif. Donc voilà, donc malheureusement, c'est pas ciblé. Donc comme le levier, c'est la croissance cellulaire et l'arrêt de cellules à croissance rapide, voilà, ça fait des dégâts. C'est un peu comme une bombe que tu envoies sur une zone, ça fera des dégâts autour, quoi. Parce que si on arrivait à corriger ça, c'est vraiment l'aspect des patients cancéreux, c'est vraiment le
le patient qui a perdu ses cheveux, qui a plus de poils. Mais d'où l'intérêt des thérapies ciblées. Des thérapies Exactement. ciblées, voilà. Ce serait une avancée phénoménale, quoi. Bah, ça existe déjà. Tu vois, par exemple, tu prends l'hormonothérapie. Sur certains cas, oui. C'est de la thérapie ciblée où tu as vraiment ou l'immunothérapie, c'est encore plus malin. C'est pas d'attaquer la cellule cancéreuse, c'est de stimuler le système immunitaire pour qu'il attaque la cellule cancéreuse. Alors l'immunothérapie, voilà, malheureusement, elle a aussi des effets secondaires parce que ça entraîne de l'auto-immunité et des réactions auto-immunes qui sont toxiques. Mais tu as vraiment des thérapies ciblées dans les sarcomes digestifs qui s'appellent les gystes, qui sont liés à justement une mutation génétique donnée. Là, on a vraiment une thérapie ciblée qui va sur cette mutation-là. Un traitement ciblé qui du coup est hyper efficace et très peu toxique. Mais c'est ce qui, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est émergent. Hein. L'utopie, ce serait que tout cancer ait une thérapie ciblée, quoi. C'est ça. Mais pour ça, il faudrait qu'on identifie toutes les anomalies génétiques. Voilà, c'est ça. On est encore loin. Mais je pense vraiment que là aussi, l'IA va aider considérablement. Parce que ce qui est compliqué, c'est d'analyser des milliers de données génomiques génétiques de la tumeur et les données du patient et du coup vraiment faire la cartographie de la tumeur d'un patient pour ensuite faire les combinaisons de traitements ciblés qu'il faut. Donc, c'est beaucoup de données. Qu'est-ce qui sait gérer beaucoup de données? C'est l'IA, quoi. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est moi je sais que quand j'étais plus jeune, on avait vraiment l'image du patient cancéreux, c'est tous un peu typique, cachectique, plus de cheveux, plus rien. Et au final, maintenant, on se rend compte que on est quand même on en est loin de ce schéma-là. Bien sûr, tu as raison. Hein. C'est vrai que ça a changé, ça, heureusement. Et tu as plein de patients qui vivent avec leur traitement sans trop d'effets secondaires et qui travaillent et qui mènent une vie quasi normale. Et qui, Moi, ce que je trouve fort et puissant, c'est dernièrement ces images de ces femmes qui, avant avoir un cancer, c'était une honte et voulaient pas en parler. Et maintenant, cette prise de parole par rapport à ce sujet-là... Cancer du sein, surtout, en plus. De ces femmes-là qui exposent leur cancer du sein et qui se montrent comme des femmes fortes, alors malgré ce qui leur arrive, c'est exceptionnel. J'ai trouvé ça très fort récemment. Ça favorise une prise de parole des patientes, une sorte de lâcher prise. Vous l'avez ressenti peut-être vous de votre côté? Ah oui, non mais bien sûr. Hein. Et tu sais, récemment, j'ai une de mes patientes qui a eu un parcours de dingue, qui a eu une leucémie à 28 ans, un cancer du sein à 33 ans, un enfant entre les deux. Elle a maintenant 35 ans. Et clairement, elle a fait un témoignage pour un journal et une vidéo où elle raconte tout ce parcours. Elle raconte aussi comment l'entourage a pris tout ce parcours et tout. Et c'est vrai que je trouve ça extraordinairement courageux de déballer tout ça et cette intimité quand même. C'est pas des choses... Et toute cette émotion Mais heureusement qu'elle fait ça et heureusement que d'autres ont fait ça. Ça a démarré vraiment aux États-Unis, il faut avouer. Okay. Hein, et tout ce mouvement Pink et le Pink Ribbon. Et ça fait maintenant 20 ans que les Américaines ont pris le lead et ont commencé à essayer de briser ce tabou. Et ça change la vie des femmes qui ont un cancer du sein parce que ça isole le cancer. Franchement, ça fait peur le cancer. Donc, quand tu dis que tu as un cancer, combien de patientes me disent que leur mari s'est barré, qu'elles n'ont plus de copains, qu'au boulot, on les regarde un peu comme une des pestiférées. Donc, c'est pas encore gagné, mais le fait d'en parler, ça change tout. Parce que moi, je sais que la première, en tout cas, influenceuse qui a fait ça sur les réseaux, c'était Caroline Rossauver, je crois. Ouais. Très fort. Et j'ai trouvé l'image, parce que je crois dans la vidéo, elle se rase les cheveux. C'est là où elle explique la chose. Très puissant ce qu'elle a fait. C'est la première fois que je voyais ça, j'ai fait waouh. Ouais. J'ai fait là, c'est quelque chose quand même. C'est courageux, hein. Ouais. Et bravo, parce que c'est vrai que ça... Pour toutes les autres, quand même, ça ouvre un passage. Ouais. Surtout qu'elle était quand même la féminisation à fond, tu vois. Donc, et d'un seul coup, qu'elle ose se montrer à découvert, j'ai trouvé les fins. Elle a cassé les codes. Elle a cassé les codes. Et comme quoi, des fois, donc, indirectement, les réseaux ont quand même du bon sur ces choses-là. Évidemment. Parce que même si des fois, on a l'impression que le monde est parfait et que nous, notre vie, elle est nulle, des fois... grâce à ce genre de contenu, on peut se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul dans notre situation. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, et ce qui a vraiment ouvert la voie de ça, c'est quand même le HIV et ACT UP et tous les mouvements, cette espèce de coming out du cancer, tu vois. Mais c'est vrai, tu as raison, ça permet de
de voir que parfois nos petites vies tranquilles sont pas si mal quand on n'a pas de cancer et pas de chimio, quoi. Moi, je voulais te poser une question par rapport à ta profession. Quand on est oncologue et qu'on fréquente forcément souvent avec la mort, comment on le vit? Comment on fait pour pas être triste tout le temps? Comment on fait pour pas intérioriser? Comment on fait pour rentrer chez soi sans se poser toutes ces questions? On fait pas comme ça, en fait. Écoute, moi, j'ai eu des moments très, très durs. J'ai eu, à une période de ma vie, un suivi psychiatrique avec un psy chez qui j'allais déballer toute la misère que j'engrangeais au laboratoire, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup pleuré, justement à vos âges, justement où on rentre là-dedans, et quand tu te retrouves avec en face de toi une jeune femme qui a pratiquement le même âge que toi ou qui meurt de son cancer, enfin, c'est épouvantable. Ça reste toujours aussi épouvantable. Je t'avoue qu'après 25 ans, j'ai toujours du mal avec ça. Et c'est humain, et je pense que et c'est bien que ça soit comme ça. Alors, justement, mon psy m'avait dit, de l'empathie, oui, pas de sympathie. C'est-à-dire que tu ne dois pas vivre la misère de ton patient comme si tu étais lui. Tu dois le partager avec lui, le soulager. Et puis, il faut se faire accompagner. Moi, très, très fréquemment, je vais discuter avec on a une psycho-oncologue dans le service qui est merveilleuse, qui est à l'hôpital américain et qui... tout le temps dans le couloir, on va se parler des patients qu'elle voit avant moi, après moi, ou parfois je lui dis, écoute, il faut que tu vois cette dame-là parce que moi, ça me soulage aussi. Voilà. Mais en même temps, ça t'apprend à relativiser. Moi, mon fils me disait ça l'autre jour. Il me disait, mais maman, moi, je t'admire parce que tu fais un boulot hyper dur, et puis le soir, tu rentres et tu rigoles et tu parles d'autre chose. Et par rapport à tous ces gens qui se plaignent tout le temps pour des conneries, voilà. Donc, c'est hyper enrichissant. Ça t'apprend à relativiser. Ça, il n'y a pas de débat. Mais par exemple, moi, quand j'étais allé une fois à la morgue, parce que je devais faire un prélèvement de cornée, les idées, les a priori que j'avais sur cette situation, je me suis dit, je vais arriver à un truc, il n'y aura que des cercueils, tout le monde fera la gueule. Et tout, et j'arrive. C'est ça. Et j'arrive là-bas, les mecs, ils étaient tous en train de rigoler, ils avaient tous le smile. Je pense qu'ils se détachent un petit peu de ce... Moi, avec les urgences, on a un peu ce côté-là aussi. Oui, toi, voilà, je pensais à toi, et c'est pareil. Voilà, c'est la dernière chez OCMI en ce moment, de la dernière journée que j'ai faite, en 24 heures, on fait 2 arrêts. Tu vois, ils avaient 30 ans, tu vois, là, tu fais... Tu prends du recul. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, pour ma vie personnelle, c'est mes parents, parce que j'ai vu encore chez mes parents, ils n'arrivent pas à comprendre justement la simplicité d'esprit que je peux avoir. C'est-à-dire que je veux tellement pas... En fait, pour moi, ça va tellement vite des fois sur certaines situations. Et du jour au lendemain, le patient de 30 ans qui fait un arrêt, ça peut être moi maintenant, quoi. Et en fait, il y a un peu un décalage dans ma manière de me comporter, et eux, comment ils auraient voulu que je me comporte. Oui, tu as raison, mais je pense que ça t'amène à être un peu décalé. Et moi, pareil. J'essaye de rigoler, de déconner et d'être un peu en décalage, parce que tu peux pas être complètement dedans, quoi. C'est pas possible. C'est clair. Non, c'est clair. Heureusement que j'ai pris au le moment. Tu l'as bien choisi, cet aspect, t'inquiète. J'aurais pas pu. Trop dur. Mentalement, trop... T'as parfois des cils qui tombent, peut-être? Ça doit te briser le cœur. Non, un patient qui dit Mamox, c'est pas cool non plus. Non, ça, c'est vraiment pas simple. C'est le handicap pour moi qui... Tu peux plus rien faire, quoi. Quand on est une femme, qu'on s'est construit en tant qu'oncologue, professeur en oncologie en plus, est-ce qu'on adopte des façons de vivre différentes? Est-ce que quand on se lève le matin, on se dit je ne veux pas faire ça parce qu'il y a un plus gros risque que j'ai un cancer à travers ça? Écoute, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs facettes dans cette question. D'abord, il y a le fait d'être une femme médecin. Et vous êtes 2 gars, donc vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais même si dans votre génération ça change, mais il y a toute la question de la maternité, de la gestion de la vie personnelle, de continuer à rester féminine, même quand tu bosses 15 heures par jour et que tu rentres crevé, et de trouver le temps de faire du sport, parce que il faut savoir que le mode de prévention majeur des cancers, c'est l'activité physique. Et donc, moi, je passe mes journées à dire à mes patientes, il faut faire 30 à 45 minutes d'activité physique, 5 jours sur 7 et tout. Comment tu fais quand tu es médecin, tu as des enfants donc, il y a tout ça. Et c'est vrai que ça, je pense, nécessite un peu de rigueur, en fait, dans son organisation. Beaucoup de partage des tâches. Mais encore une fois, dans votre génération, je pense que c'est plus simple que dans la mienne où,
ou même si je pense que quand on est une femme, on se sent investi, responsable de la gestion de tout le monde et des enfants, du mari, là. Bon, donc il faut vraiment en permanence se recentrer sur la gestion de son emploi du temps, de son quotidien, trouver le temps pour s'occuper de soi, faire du sport, et puis s'occuper des autres aussi. Et puis, on est quand même malgré tout, dans un monde d'hommes où, malgré tout, les directions des hôpitaux, les chefs de service, là, sont quand même en majorité des hommes. Et donc, si on veut devenir une femme, chef de service, chef d'unité, professeur, etc., il faut un peu se battre. Force de caractère. Oui, et puis s'aider, je pense, s'entraider, que des hommes nous aident. Et donc ça, c'est vraiment un message pour les jeunes hommes et les plus vieux qui doivent vraiment essayer de soutenir les femmes et que les femmes s'entraident aussi entre elles. Et puis voilà, quoi. Et puis, par ailleurs, en tant que femme et maman, c'est ce qu'on disait au tout début, moi, je pense à l'avenir de mon fils, ma fille. Je veux qu'ils fassent du sport. J'essaye de les faire à peu près bien manger. C'est pas toujours gagné. Et puis les préserver de l'environnement, c'est compliqué. Mais faire en sorte qu'ils fument jamais. J'espère que mon fils va oublier que j'ai fumé dans ma jeunesse et toutes les soirées arrosées d'alcool et tabac qu'il a dû voir quand il était petit. Bon, j'essaye qu'il en voit moins et heureusement il fume pas. Donc c'est tout ça. Donc là, dans ce que tu nous expliques, c'est que tu trouves que quand tu arrives et que tu es une femme et que tu commences des études de médecine, c'est une sorte de perte de chance par rapport comparé à un homme où la vie va être plus dure Honnêtement, je pense que c'est un peu plus compliqué. Parce que la maternité, moi tu sais, par exemple j'étais chef de clinique et je suis tombée enceinte à la fin de mon clinica et j'étais hyper culpabilisée parce que j'allais devoir m'arrêter et puis ensuite on m'avait proposé un poste à Gustave Roussy mais je pouvais pas le prendre tout de suite donc j'avais peur qu'il me file sous le nez. Donc tu as déjà rien que cette période de maternité qui est comme ça et c'est en même temps une chance pour nous de pouvoir porter des enfants mais bon. Et puis après tu as un enfant tout petit. Moi, j'étais à l'époque, je venais de débuter à Gustave Roussy. J'ai repris le boulot à 2 mois et demi après l'accouchement. Et c'est mon mari qui s'occupait du petit. Et pareil, je culpabilisais de rentrer tard. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Tu as 32 ans. Et là. Donc c'est quand même un parcours pas très simple, quoi. Pas simple. Ouais. Si on devait retenir du coup ça favorise le respect quand même. Ah, ça complètement. Ouais, mais je pense que pour vous, faut que vous projetiez dans ça pour vos collègues femmes et vos. Mais je pense que c'est maintenant la nouvelle génération. Ça a changé, on est plus du tout comme avant. Ouais. Moi, je vois encore des vieux chefs qui, par exemple, ne peuvent pas transmettre en chirurgie à des femmes. Mais c'est clair. Et alors qu'avec des hommes, c'est vas-y, viens, je te prends sous mon aile. Et tu vois ? Ça n'existe plus, nous, dans notre génération. J'espère. Il y aura toujours des cons. Ça, il n'y a pas de débat, il y aura toujours des cons. Et des connes, d'ailleurs. Et des connes, évidemment. Mais je pense qu'on est plus sur une génération qui est équitable et on veut tous s'entraider, tu vois. Ouais, j'espère. Sur ça, c'est vrai que je pense que ça a beaucoup changé. Ouais. À ce niveau-là. Mais il faut que vous formiez vos vieux chefs à plus avoir des... nos vieux chefs, ils vont finir par partir à la retraite. Ça va être un peu compliqué pour nous de leur changer leur mentalité. En tout cas, merci beaucoup. Très agréable. C'était trop sympa. Merci à vous deux. Et c'est vraiment un grand plaisir d'avoir accueilli une professeure. C'était Doxan Blues.